Bonjour Anne de Sainte-Marie. Bonjour. Vous avez décidé d'intituler des chapitres de votre programme « Société ». Alors ça peut surprendre un peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien parce que l'économie de l'équitation dépend d'une chose, c'est la place du cheval dans la société d'aujourd'hui et société de demain. Alors pour vous, quelle doit être cette place ? Nous devons rendre nos activités indispensables. Indispensables pour qu'elles ne puissent pas être remises en question. Ça veut dire valoriser l'utilité sociale du cheval, que ce soit dans le sport, l'aménagement du territoire, le tourisme équestre, la verdure, la médiation, indispensable. À quoi pensez-vous plus précisément ? Je pense par exemple aux véganes et au mouvement antispéciste. Si je prends l'exemple du Royaume-Uni, où on a des activistes qui ont tenté de retirer à des personnes non-voyantes leur chien guide. Eh bien, lorsqu'on est indispensable, on a l'opinion publique avec nous. Et l'opinion publique s'est soulevée et bien sûr a condamné massivement ces actions radicales. Pensez-vous que les mouvements animalistes constituent un risque pour l'équitation ? C'est un réel risque. Aujourd'hui, si on ne fait rien, on va nous empêcher de monter à cheval. Donc il faut agir et il faut anticiper. Vous avez énormément travaillé sur ces questions, notamment aux côtés de l'intellectuel Axel Kahn, avec lequel vous avez construit un diplôme universitaire éthique, bien-être et droit du cheval. Comment proposez-vous d'anticiper ? La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'est cette vague sociétale. C'est bien une vague et c'est la vague de la protection des animaux. Cette vague de protection des animaux, nous devons nous inscrire dedans parce que nous sommes les premiers amoureux des animaux. Et il ne faut pas confondre la vague de protection des animaux de cette toute petite minorité d'extrémistes antispécistes qui représentent moins d'1% de la population, qui sont eux pour la libération des animaux. Donc une fois qu'on a bien distingué la vague des mouvements radicaux qui essayent évidemment de convaincre la terre entière de leur thèse, eh bien on peut avoir un plan d'action qui soit efficace et d'actualité. Et concrètement, comment cela se traduit-il ? Eh bien ça passe par 3 choses. La première, dire ce qu'on fait de bien. La deuxième, dire ce qu'on voudrait faire de mieux. Et la troisième, c'est parler avec nos tripes. Votre premier point est donc dire ce qu'on fait de bien. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien c'est répondre aux questions qu'on ne nous pose pas. Je pense à quelque chose de très très concret. On reçoit tous les ans un colis fédéral avec beaucoup de documentation. Il y en a une qui manque. C'est des panneaux, alors ça peut être physique, ça peut être digital, ça peut être ce que l'on veut, qui permettent à un dirigeant d'expliquer ce qu'il fait dans sa structure. Les questions de bien-être animal, c'est 3 sujets. L'hébergement, l'alimentation et le travail. Eh bien que chaque structure, en s'adaptant à son fonctionnement, soit capable de détailler ce qu'il fait dans son établissement. On va revenir maintenant sur votre second point, qui était dire ce qu'on voudrait faire de mieux. Est-ce que ce n'est pas là donner le bâton pour se faire battre ? C'est l'inverse. Dire qu'on est parfait, c'est donner le bâton pour se faire battre. Qui peut croire que nous sommes parfaits, nous faisons tout bien ? D'une part, c'est faux, et en plus, ce n'est pas crédible. Donc la première chose, c'est que c'est à nous de dénoncer les mauvaises actions au sein même de notre communauté. Et puis la deuxième, c'est que même lorsqu'il n'y a pas de mauvaises actions, nous savons tous que nous pouvons faire mieux. Nous voudrions faire mieux et nous ne pouvons pas parce que nous avons un déficit de moyens. Et je reviens à l'une des actions phares de notre programme qui est le plan cheval pour de l'investissement. Nous savons tous que ça coûte plus cher de rénover un bâtiment plutôt que d'en construire un nouveau. Donc, disons, nous voudrions faire mieux, nous n'avons pas les moyens. Donc ça, c'est très important d'avoir ce discours-là. Enfin, vous disiez parler avec nos tripes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, lorsque on étudie la communication, notamment des groupes radicaux, on voit bien que c'est une communication de l'émotion. Eh bien, sur ce champ-là, nous avons beaucoup à dire. Et souvent, nous ne le faisons pas parce que nous avons une culture de la pudeur. Eh bien, moi, je crois qu'il faut que nous racontions nos histoires avec cette émotion, avec cette sensibilité qui caractérise les femmes et les hommes de chevaux, en montrant, qu'un professionnel se relève la nuit, qu'on peut pleurer quand on perd un cheval de club avec lequel on a travaillé pendant des années, qu'on est touché par une blessure d'un cheval sportif. Et ça, il faut absolument qu'on le raconte, qu'on le mette en image et qu'on le fasse partager avec le public parce que c'est cela qui touche le public. Nous avons bien compris là votre projet pour le bien-être animal, mais est-ce que les questions de société se résument à cela ? Non, il y a un deuxième point très important dans la société, c'est le rapport au risque.
Aujourd'hui, il y a une étude Kantar qui dit que le 3e frein à la pratique de l'équitation, c'est la peur. La peur de tomber, la peur de se faire mal. Donc aujourd'hui, nous devons parler de sécurité et être proactifs sur cette question de la sécurité. Et pourtant, on tombe bien moins qu'il y a quelques années. On a souvent pu entendre il faut tomber 77 fois pour être un bon cavalier. La pédagogie de la chute, c'est fini ? Alors oui, c'est fini, mais on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit les progrès que nous avions faits en matière de sécurité dans nos clubs alors qu'ils sont réels. Donc notre projet propose de quantifier avec un observatoire sur la sécurité des pratiques, pas uniquement de la compétition, des pratiques de la compétition pour pouvoir à nouveau être transparent avec le public pour que un parent qui amène son enfant ou un adulte qui veut se mettre à l'équitation et qui a des responsabilités puisse savoir en toute connaissance de cause quel est le risque lorsque je fais une balade, quel est le risque lorsque je monte toutes les semaines dans un club, quel est le risque lorsque je fais de la compétition. C'est bien d'être informé et de distinguer la nature des risques qui rassurera le public. Le public a besoin d'être rassuré. Merci beaucoup Anne de Sainte-Marie. Alors sur ce sujet, vous vous êtes inspirée de l'observatoire mis en place par la Fédération française de rugby. Jean Mebloum a assisté à vos échanges avec un membre de la DTN à Marcoussis. Tout de suite, il nous raconte. Alors, le premier séminaire qu'a organisé l'équipe d'Anne de Sainte-Marie, c'était à Marcoussis, au siège de la Fédération française de rugby. Anne avait demandé à un des membres de la DTN de venir nous présenter leur politique en termes de sécurité. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette expérience parce qu'ils ont une vision très moderne de la sécurité à travers le sport. Si j'ai mis fin à ma collaboration avec la commission médicale de la Fédération française d'équitation, c'est parce que je n'ai pas réussi à faire entendre ma voix, notamment à propos de la sécurité. Il y a actuellement dans notre fédération une culture de l'opacité. Ce dont on ne parle pas n'existe pas. Mais on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les faits et les malheureux accidents qui ont marqué notre sport ces derniers mois nous le rappellent. Aujourd'hui, nos adhérents et le public en général a besoin de transparence. Il nous faut pouvoir leur apporter des chiffres à la fois pour rassurer et pour pouvoir progresser. On pourra ainsi développer un véritable plan d'action, une politique de sécurité à la fois sur les pratiques quotidiennes et sur la compétition sans stigmatiser une discipline en particulier.